Nous avons tous un côté sombre dans la vie. Chez certaines personnes, elles ne se réveillent jamais, tandis que d'autres, ils doivent la combattre toute leur vie. Mais qu'advenons-nous lorsque cette part sombre prend toute la place? Des criminels. 12 juillet 2012, la salle numéro 9 d'un cinéma de Denver au Colorado, où se joue la dernière représentation de la série de films Batman, The Dark Knight Rises, la séance qui devait être amusante et enrichissante se transforme étrangement vite en bain de sang. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque samedi. Je vous arrive aujourd'hui avec une fusillade qui a eu lieu dans une salle de cinéma. Donc je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, tout doux sur les genoux, bière, coca ou popcorn à la main et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Pendant la projection du film, plusieurs balles vont retentir dans la salle de cinéma numéro 9 et ça fera 58 blessés et 12 morts. La police va immédiatement arriver sur les lieux du crime, mais le tireur a eu le temps de s'enfuir par l'arrière du cinéma. Pourtant, il va tout de même se faire arrêter. Lorsque le tireur se fera arrêter, il portait sur lui un gilet pare-balles, il avait teint ses cheveux en rouge pour ressembler au Joker et portait un masque à gaz. Sur lui, il y avait un couteau, un fusil d'assaut AR-15, un fusil de chasse de calibre 12 et un pistolet de calibre 40. Mais le pistolet de calibre 40 sera retrouvé dans la salle de cinéma. Dans les victimes, on comptera la jeune Jessica Redfield qui, un mois plus tôt, avait survécu à une autre fusillade qu'il y avait eu à Toronto dans le centre Eaton, lorsqu'elle était dans un restaurant et qu'un homme avait ouvert le feu. Pendant l'enquête, les policiers vont découvrir que, en fait, la personne, le tueur, le tireur, s'appelait James Egan Holmes. Donc, James naît le 13 décembre 1987. Son père s'appelle Robert Holmes et sa mère s'appelle Arlene Holmes. Il est décrit en fait comme un petit garçon qui pense très vite dans son enfance à la mort. Il démontre déjà beaucoup de signes comme quoi qu'il a des maladies mentales. Pourtant, il est né d'une très bonne famille. Son père était mathématicien et sa mère était infirmière de profession. Mais la maladie mentale a été très présente chez lui dès son plus jeune âge. Il a même tenté de se suicider alors qu'il était encore au primaire. Donc là, on voit que à partir de là, dès cet instant-là, la mort, il y pense sans cesse. Pourtant, il est très intelligent et il va finir par aller étudier à Denver, au Colorado, dans la faculté de médecine en neurosciences. Donc, il a vraiment de très bonnes notes. En 2006, il va travailler comme stagiaire à Salk Institute for Biomedical Studies dans l'informatique et son patron va le décrire comme quelqu'un de très têtu qui est inapte socialement et qui n'est pas capable de communiquer. Pourtant, il est décrit comme quelqu'un de très intelligent, qui est très efficace pour gérer un groupe et un très bon chef. En octobre 2011, il va rencontrer sa première copine. Après 2 mois seulement, elle va le quitter parce qu'il a des propos très dérangeants, des propos très bizarres qui la rendent très mal à l'aise. Il parle souvent de la mort, il parle souvent de tuer des gens et ça, elle va en faire mention pendant l'enquête parce qu'elle va être interrogée.
C'est ça, il pense beaucoup à tuer des gens. Mais un peu avant la tuerie de masse, James avait fait appel à un psychiatre parce qu'il avait beaucoup de problèmes. En fait, il n'a pas d'amis. Il passe la majeure partie de son temps dans sa chambre. Il ne voit personne. C'est pour ça qu'il est inapte socialement. Il est handicapé socialement parce qu'il n'est pas capable d'avoir de relations avec personne. Il n'est pas capable d'avoir de discussions avec personne non plus. Il ne sait pas comment aborder les gens. Et ça commence vraiment à le saouler. Et là, il va voir une travailleuse sociale seulement 7 fois en 3 mois. Mais elle ne dira pas qu'il est dangereux. Même les psychiatres ne diront pas qu'il est dangereux parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il ne veut pas faire de mal à personne. C'était juste une envie. Il a vraiment bien décrit au psychiatre que ce n'était qu'une envie, que jamais il ne passerait à l'action. Et malheureusement, ben, les psychiatres, les psychologues, mais aussi les travailleuses sociales vont l'avoir cru tout simplement. Par contre, ils lui ont proposé une médication, mais James a complètement refusé la médication. Donc là, j'ai déjà raconté la fusillade. Après la fusillade, il a été emmené au centre de détention d'Arapahoe sous surveillance suicidaire et en isolement parce qu'il était, pas qu'il était un danger pour les autres, mais les autres pouvaient être un danger pour lui. Et bien évidemment, vu qu'il avait déjà menacé dans le passé de se suicider, eh bien il y avait plus de garde avec lui justement pour ne pas qu'il le fasse. Le 23 juillet 2012, dans le tribunal du Colorado, il fut dit qu'aucune caution pourrait être accordée contre lui, mais pour lui en fait jusqu'à son procès. Donc normalement, lorsque quelqu'un rentre en prison, il y a une caution qui est fixée, ça peut être de 200 000 $, et si un membre de la famille ou l'agresseur lui-même paie le 200 000 $, mais il peut sortir en attendant son procès. Mais lui n'a pas eu le droit à ça. Tout simplement par la gravité de ce qu'il a fait. Une fusillade qui a fait 58 blessés et 12 morts, soit dit au passage, pour les gens qui ne s'en rappelaient pas. Le 30 juillet 2012, James Holmes il a été accusé en fait de 27 chefs de meurtre au premier degré, de 116 chefs de tentative de meurtre, de possession d'explosifs et d'incitation à la violence. Et là, en fait, il va y avoir plusieurs témoignages qui vont raconter ce qui s'est passé dans la salle de cinéma. Et plusieurs ont dit en fait qu'ils croyaient que James faisait partie du film, faisait partie du spectacle. Lui, il est tout de suite arrivé juste en face de l'écran, il a lancé des bombes lacrymogènes et par la suite, il s'est mis à tirer dans tous les sens. Les gens qui étaient présents dans le cinéma se sont mis à courir. Il y en a beaucoup, en fait, des 58 blessés qui étaient blessés parce qu'ils sont tombés dans la salle de cinéma, parce que d'autres victimes ont marché sur eux, ont couru sur eux. Il y en a beaucoup que c'était ça. C'était pas nécessairement qui ont été blessés par les balles, mais plutôt par la pièce qui était pas très sécuritaire en fait. Il y en a qui se sont enfergés, qui sont tombés dans les bancs. Il y en a qui sont tombés dans les escaliers. Donc voilà, ça a été. Il y a eu beaucoup de blessés à cause de l'insécurité des lieux de la salle numéro 9 du cinéma. Le 9 août, les avocats de James ont demandé un peu plus de temps pour le faire évaluer psychologiquement et il a été finalement diagnostiqué comme ayant le trouble de la personnalité schizoïde. Donc, avec ce diagnostic-là, on peut échapper à la peine de mort et on peut peut-être même, au lieu de le faire mettre en prison, on peut le faire mettre en hôpital psychiatrique pour le nombre d'années qui a été mentionné là, lorsque les jurys vont donner leur sentence. Le 1er avril 2013, les procureurs ont annoncé en fait qu'ils demanderaient la peine de mort pour James, qu'il soit schizoïde ou pas schizoïde. Rendu là, la gravité des choses, ça faisait aucune différence et on voyait qu'il n'était pas non plus désolé de tout le mal et de tout ce qu'il avait commis. Mais en fait, c'est ça, il était schizoïde, il n'était pas traité non plus, c'est pas une excuse, soit dit au passage, mais il n'était pas traité pour sa maladie. Et lorsqu'on est schizophrène, paranoïaque, schizophrène ou schizoïde, eh bien, ça peut justement altérer le fonctionnement du cerveau, mais aussi les émotions. Ça peut altérer l'efficacité, en fait, de la compréhension, mais aussi de la prise de conscience. Donc voilà, c'était pourquoi il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait, parce qu'il n'était pas traité à ce moment-là. Ensuite, le procès va commencer en fait le 27 avril 2013 et les procureurs vont déposer un cahier où Holmes écrivait
ses pensées, prévoyait les attaques comme preuve qu'il était très au courant de ce qu'il faisait parce que dans le cahier justement, il parle beaucoup de tuer des gens, d'assassiner des gens, de faire des fusillades dans les centres-villes, dans les centres commerciaux où il y a beaucoup de gens. Il haïssait les gens, tout simplement, et c'est pour ça que le cahier a été déposé, c'est pour dire qu'il était au courant de ce qu'il faisait. Donc, le 27 mai, le docteur William The Red va aller à la barre et dira qu'en 22 heures d'examen avec James, il le déclare malade mentalement, mais effectivement, il est sain d'esprit assez pour savoir ce qu'il faisait. Donc, en fait, oui, la maladie peut affecter moralement, mais on reste toujours un peu conscient de ce qu'on fait. Parce que si on prend James comme exemple, eh bien lui, avant d'arriver dans le cinéma, qu'est-ce qu'il a fait? Il était chez lui, il a pris le temps de mettre son masque à gaz, son gilet pare-balles, il a pris les armes et les a mis sur lui dans ses poches. Ensuite, il s'est rendu dans la salle de cinéma. Il a même sans doute dû acheter un billet pour se rendre dans la salle numéro 9 et il a pris le temps de se rendre jusque devant l'écran de cinéma, il a pris le temps de lancer une bombe, il a pris le temps de tirer partout et même qu'il s'est enfui. En fait, quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qu'il fait, il ne s'enfuira même pas parce qu'il n'est pas au courant ou il ne pense pas que ce qu'il fait, c'est mal. C'est ça la différence en fait entre quelqu'un de très très malade qui ne contrôle pas ce qu'il fait et quelqu'un de oui malade, mais il est encore en possession de ses moyens, tout simplement. Et finalement, Jeffrey Metzner, un autre psychiatre, va confirmer la maladie de James, plus une schizophrénie affective. Finalement, le 16 juillet 2013, James Holmes va être reconnu coupable de 27 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de 140 chefs de tentative de meurtre au premier degré, de possession d'explosifs. Donc, le 22 juillet, le jury va commencer à discuter de la peine que James Holmes va avoir. Le 7 août 2013, James est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais là, encore une fois, même si on condamne une personne, en fait, là, quand on condamne quelqu'un pour la peine de prison à vie, ça va souvent être pour un seul meurtre. Donc là, c'est comme si on l'avait pas condamné pour les 11 autres meurtres qu'il a fait, ainsi que les 58 blessés. Parce que la prison à vie, c'est comme si c'était juste un meurtre. Donc, il en reste 11 et 58 blessés. Finalement, le 26 août 2013, sa peine va être corrigée et le juge Samo va condamner Holmes à 12 condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, à 3318 ans supplémentaires. Donc voilà, ça c'est l'histoire de James Holmes. Maintenant, ce que j'en pense, je pense qu'en fait, là, c'est comme je dis toujours, dans les années 2000 en descendant, on dirait que la psychologie, les traitements, les thérapies étaient beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un de schizophrène, on va tout faire pour le soigner, pour le garder avec nous à l'hôpital, pour justement l'examiner et voir la dose de médication qu'on peut leur donner. Ceux qui sont nés en bas des années 2000, c'est très difficile malheureusement, c'est vraiment plate, mais à cette époque-là, c'était une maladie que puisqu'on ne la voit pas, elle n'existe peut-être pas ou existe moins. Et à cette époque-là, effectivement, que les examens étaient beaucoup moins minutieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus facile de détecter quelqu'un de malade que dans ce temps-là, à cette époque-là. Et je pense que James, justement, quand il était plus jeune, on aurait pu remarquer qu'il y avait beaucoup de symptômes de maladie mentale, peut-être même de dépression. Et lorsqu'une dépression n'est pas guérie, ça peut entraîner beaucoup de gestes comme ça, malheureusement. Encore une fois, quand on est parent, c'est important de regarder son enfant, d'écouter son enfant, de voir comment il agit dans telle ou telle circonstance et d'être là justement pour le soutenir, pour l'épauler et lui offrir une thérapie si possible. Lorsque l'enfant parle souvent de mort, de mourir, de tuer des gens parce qu'il est fâché, de se mettre en colère, une colère à un tel point qu'il n'est plus capable de faire la différence entre la réalité et ce qui ne l'est pas, là c'est vraiment important d'entreprendre des démarches parce que la schizophrénie, la bipolarité, trouble de la personnalité limite, la psychopathie, la sociopathie, ça peut commencer jeune malheureusement et ça fait partie du siècle dans lequel on vit. Il y en a de plus en plus et c'est très important, surtout c'est le développement de l'enfant. Donc voilà.
Alors, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé le sujet de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, évidemment. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour me soutenir si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous envoie plein de love. Et si c'est pas fait, faites-le. Donc voilà, je vous laisse dans votre soirée, dans votre week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Gros bisous! Ciao!